avons le plaisir de recevoir Pierre Sabatier et Olivier Delamarche. Le premier est président du cabinet d'analyse économique PrimeView. Le second est associé gérant de Platinum Gestion. Et tous deux sont membres fondateurs des Éconoclastes. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, sacrée turbulence sur les marchés. Même si la Russie ou la Grèce sont sous les feux des projecteurs, tout est parti sur ces mêmes marchés avec le pétrole qui chute. Une baisse tellement spectaculaire d'ailleurs qu'elle perturbe tout le monde, mais on nous a expliqué qu'elle était profitable aux économies américaines et européennes. Et cela très doctement. Mais à voir la réaction des marchés, on est en droit de se demander si on est face à une opportunité d'achat, face à une aberration de ces mêmes marchés, ou si la dégringolade du pétrole est susceptible de nous plonger dans la crise. Qui veut commencer ? Bien, pour je dirais, commencer sur le sujet, je pense qu'il faut revenir à l'origine de la baisse du prix du pétrole et la remettre en perspective. Puisqu'en réalité, le pétrole était une anomalie jusque-là. Il faut avoir en tête que le sommet ou l'ensemble des prix des matières premières au niveau mondial ont atteint un sommet quand ? À la fin de l'année 2011. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi que les autres matières premières ont commencé à baisser. Vous savez pourquoi ? Le prix des matières premières, à quoi correspond-il ? Au rapport entre l'offre et la demande. Et qu'est-ce qu'on constate en réalité depuis 2 ans et demi ? Le fait que les États-Unis affiche un taux de croissance relativement faible, même s'il est positif, l'Europe n'en a plus, et les émergents, notamment la Chine, subissent un ralentissement extrêmement sévère. Et l'origine donc de cet ralentissement de la demande fait que l'ensemble des prix des matières premières ont baissé depuis maintenant 2 ans et demi. Le pétrole, lui, est resté pendant 2 ans à des niveaux qui étaient en réalité anormalement élevés au regard de la demande mondiale. À cause d'une prime géopolitique ? Prime de risque géopolitique, probablement avec les risques qu'on connaît dans certains pays producteurs, notamment à l'origine d'ailleurs du printemps arabe et assimilés derrière. Et tout ça a permis de maintenir un prix du pétrole qui était beaucoup trop élevé au regard de la réalité de la demande mondiale. L'économie mondiale, aujourd'hui, elle affiche des niveaux de croissance qui sont extrêmement faibles et qui ne légitiment pas les prix des matières premières jusque-là. Donc, finalement, la baisse du prix du pétrole en a surpris beaucoup, mais n'est qu'un phénomène de rattrapage par rapport aux autres prix des matières premières industrielles, matières premières alimentaires, qui, encore une fois, ont vu leur sommet de prix à la fin de l'année 2011. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène purement financier ? C'est une matière première très travaillée par le milieu financier. Oui, bien sûr. C'est une des matières premières les plus financiarisées. Donc, c'est une de celles qui a bénéficié le plus des fameux QE divers et avariés de M. Bernanke et de Mme Yellen, qui ont mis des sous à disposition. Et donc, il était assez facile pour les banques d'aller faire mumus sur les produits pétroliers. Une bonne partie de l'argent des QE s'est placée dans le secteur pétrolier ? Bien sûr. Donc, au moment où vous n'avez plus de QE et où le marché pense que les QE se terminent, en tout cas côté américain, à ce moment-là, les fondamentaux reprennent leurs droits et on s'aperçoit, alors on découvre, parce qu'on découvre beaucoup de choses en ce moment, on découvre que la Chine, la croissance n'est pas vraiment ce qu'on attendait, on découvre que le Japon, les Abenomics, ça ne marche pas, on découvre que l'Europe est en panne, on découvre que les États-Unis... Et donc on a une fragilité de la demande mondiale. Voilà, donc à partir de ce moment-là, vous en avez toujours autant, voire plus, avec la soi-disant indépendante énergétique américaine. Vous avez une offre qui est croissante et puis vous avez une demande qui est on ne peut plus décroissante. Donc à partir de ce moment-là, il n'est pas étonnant qu'on voit les prix baisser. Donc et d'ailleurs, c'est extrêmement... Excusez-moi, du jeu simplement politique entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et que vous en ayez un en plus, ça, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous avez eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps sur les devises, notamment. Il y a une dédollarisation dans le monde avec des accords bilatéraux de swap, etc., entre les Chinois, entre les Russes, entre les Arabes du Golfe, entre le Japon, avec des pays d'Amérique du Sud. Donc il y a une dédollarisation, je pense, qui doit inquiéter quand même passablement les pays producteurs, qui étaient payés en dollars. justement. Et donc, après, qu'il y ait un jeu
avec l'arrivée des pétroles de schiste de plus en plus, Oui. le risque de voir les Américains, là, pour le coup, avoir une indépendance énergétique et donc leur acheter moins à eux. Et ce qui se passe au niveau de la Russie entre l'espèce de retour de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Ça se rajoute, etc. mais c'est pas la cause première. Alors, non, c'est pas la cause première. C'est Mais je celle pense qui que fait que ça va vite. Voilà. En réalité, pour le coup, c'est l'expression classique d'une stratégie mercantiliste. Vous avez des pays producteurs traditionnels qui n'ont rien fait jusque-là, des nouveaux entrants qui sont l'Amérique du Nord avec les États-Unis en premier lieu via les pétroles de schiste. Ces nouveaux entrants ont pris des parts de marché. Et quel jeu voit-on aujourd'hui? L'Arabie Saoudite qui dit moi, perso, ça ne me gêne pas d'avoir des prix bas, je peux même aller jusqu'à $40. Soit dit en passant, elle donne un objectif aux investisseurs en disant ça. Donc, ils vont s'empresser, entre guillemets, de l'amener jusque-là. Mais très concrètement, quel est le jeu? Le jeu, c'est que les nouveaux entrants sont devenus des nouveaux entrants parce que les prix étaient élevés et que les projets dans lesquels ils ont investi avaient des coûts de production qui étaient beaucoup plus élevés que les produits producteurs traditionnels. Oui, alors on peut rappeler donc, les coûts de revient du pétrole de schiste aux États-Unis. c'est 70-80 $, quoi. On est dans ces eaux-là. Exact. Donc ça veut Alors dire qu'on est que, sur évidemment, en Arabie Saoudite, c'est $1. Hein, vous tapez le talon par terre et ça sort. Donc c'est pas très compliqué. Et voilà, donc c'est classique, c'est classique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que globalement, l'Arabie Saoudite essaye de mettre exsangue ou de rendre exsangue les nouveaux entrants pour récupérer des parts de marché. À partir de là, vous pourrez avoir des prix du pétrole qui seront un peu plus élevés. Mais les fondements et les fondations de la baisse, c'est d'abord l'absence de demande mondiale. Et c'est extraordinaire. Souligné par l'Agence internationale de l'énergie. Absolument, mais le meilleur proxy d'ailleurs de l'activité mondiale, l'oublions pas, c'est pas le PIB qu'on peut manipuler, notamment lorsqu'on est dans des pays comme la Chine ou autre. La vérité, c'est les matières premières. Les matières premières, très concrètement, c'est véritablement l'expression du rapport entre l'offre et la demande. Et donc globalement, il faut bien écouter ce que nous disent aujourd'hui les prix des matières premières. Ils nous disent qu'il n'y a pas de demande mondiale. Et globalement, au regard de l'exacerbation des prix, il n'est pas prêt, en tout cas, il n'est pas prêt de revenir pour les mois à venir. Ce qui est effarant, c'est de voir quand même que les marchés ont mis autant de temps à comprendre, alors qu'on savait, il suffisait de regarder les prix du cuivre, les prix de l'acier. Bien sûr. Il suffisait de regarder le Baltique, Dry Index, qui est au plus bas, qui s'est totalement effondré. Et tout ça, tout d'un coup, correspond au coût du fret maritime. Voilà, tout ça, qui sont des indicateurs là tout à fait factuels du ralentissement, qui n'ont pas été prises en compte par les investisseurs. Jamais, jamais. Alors, j'aimerais qu'on détaille un petit peu les incidences que peut avoir cette chute des cours pétroliers sur les différentes zones économiques. Alors, on va les répartir entre pays consommateurs, tout d'abord, et puis pays producteurs. Commençons par les pays consommateurs. On nous dit que c'est une bonne nouvelle pour eux. C'est toujours une bonne nouvelle pour tout le monde, de toute façon. Hein. Donc, on a vu une émission hier où, même pour les États-Unis, c'était vraiment une bonne nouvelle. Non, sur les pays consommateurs, il est certain que à terme, vous aurez un peu de pouvoir d'achat, de pouvoir d'achat en plus pour les ménages. Maintenant, deux ou trois choses. Première chose, vous avez un décalage dans le temps, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, on est en train de vous vendre de l'essence, mais sur du pétrole qui a été acheté à $100. Donc, il n'est pas prêt de baisser. Et chez nous, avec des taxes, avec une en plus avec la fiscalité écrase chez en fait nous, le prix de base. Ça recule pas tellement. Et donc, en effet, vous gagnez 5 € sur votre plein, mais enfin, c'est pas ça qui va vous rendre du pouvoir d'achat. Aux États-Unis, c'est plus direct. Hein. Alors, aux États-Unis, c'est plus direct. Mais vous avez quand même un décalage qui se fait dans le temps. Et là, pour l'instant, parlons de la France, parce que sur les États-Unis, on va avoir, ou l'Europe plutôt, sur les États-Unis, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Vous allez avoir tout simplement aussi une baisse de la rentabilité des grandes pétrolières, comme Total par exemple. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que vous aurez moins de rentrées d'impôts et que donc il faut un tout petit peu y penser. Il faut aussi penser à une chose, c'est que récemment quand même, l'euro s'est pris 20% vis-à-vis du dollar, au quasi, et que ça vient en moins de l'avantage du recul du pétrole. Et puis, vous avez aussi des gros trous qui vont apparaître dans les portefeuilles et dans les banques. Parce qu'il ne faut pas croire, vous avez pas mal de banques qui n'avaient qu'un sens sur le pétrole, qui ont créé plein de petits produits avec
des produits structurés, avec Oui, selon lesquels le pétrole paraît-il, pouvait une pas passer garantie en sous les 100 capital, $. parce que de toute façon, le pétrole ne pouvait que monter, et que donc, il n'y avait absolument aucun souci à se faire, et ça, aujourd'hui, ça va faire des trous. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut Donc, relativiser, il faut relativiser, un petit peu les Oui, choses. une incidence C'est ça. positive peut-être à court terme pour le consommateur, et encore, puisqu'on a des effets retard et pas mal d'effets négatifs qui ne sont pas encore évalués. D'autant moins positif aussi qu'il y a une vertu à des prix élevés. C'est que qu'est-ce qu'on a vu au cours des dernières années? Une meilleure efficacité, une meilleure utilisation aussi de l'énergie. Donc on va dire qu'on ne va pas tout récupérer en termes de consommation parce que les comportements sont aussi ajustés. C'est pas très bon pour les énergies renouvelables, par exemple. Alors c'est très mauvais. De toute façon, l'avenir des énergies renouvelables passera par la sphère publique, qu'on soit clair. Parce que très clairement, aujourd'hui, la sensibilité à l'environnement, elle est très très fonction du prix. Je rappelle qu'en 2007, à 160 $, tout le monde a une grande poussée de prise de conscience environnementale qui s'est totalement effondrée l'année d'après lorsqu'on avait des prix de pétrole à 35 $. Donc véritablement, c'est un sujet, la prise en compte des problématiques environnementales, c'est un sujet de sphère publique, parce qu'imaginez que les gens ont d'autres choses à penser aujourd'hui, et avec des prix du pétrole aussi faibles, ça ne pousse pas, entre guillemets, à adopter des comportements plus efficaces. Alors, on a vu les pays consommateurs, principalement en France et Europe, là en l'occurrence. Penchons-nous un petit peu sur les pays producteurs, à commencer par les États-Unis, parce que la situation aux États-Unis est un peu complexe. C'est à la fois un gros consommateur d'énergie, donc c'est du pouvoir d'achat restitué aux ménages, et puis en même temps, c'est un nouvel entrant sur le marché énergétique qui est en train de se faire casser les pattes par l'Arabie Saoudite. Oui, enfin, il y a plusieurs sujets. D'abord, les États-Unis sont le leader en ce qui concerne les pétroles de schiste et les gaz de schiste. Or, là, pourquoi est-ce que les gaz de schiste ont pris leur essor ces trois dernières années? Pas parce qu'on ne les connaissait pas avant, hein, ça fait 20 ans qu'on sait qu'il y en a. C'est simplement parce qu'il y avait une question d'opportunité à cause des prix. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ces projets qui n'étaient pas rentables avant sont devenus rentables. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des projets d'investissement massifs aux États-Unis. Pour les prochaines années, il y a des prévisions de CAPEX énormes sur... Dépenses d'investissement. Voilà, CAPEX, dépenses d'investissement énormes sur des projets gigantesques, mais avec des cours à plus de 100 $. Aujourd'hui, ça, vous pouvez mettre une croix dessus. Et puis, sur ce qui a déjà été investi, ça a déjà été investi en grande partie avec de l'emprunt en face. Vous avez toute une catégorie de sociétés high yield et d'obligations high yield sur ces sociétés qui sont dans le pétrole de schiste. Ça va faire des trous non seulement dans ces sociétés-là qui vont très probablement faire faillite dans les mois à venir, et secondo, ça va faire des trous dans les banques qui leur ont prêté. Donc aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec ce qui a été tout de même le moteur de la petite reprise américaine. Il faut voir que Donc un impact sur les chiffres de l'emploi. Un impact évident dans les chiffres de l'emploi, puisqu'il faut savoir quand même que beaucoup des emplois qui ont été créés depuis 2008 ont été créés sur cette thématique du pétrole, que ce soit directement et indirectement, c'est-à-dire tous les services gravitent autour de ça. Et donc, vous avez une proportion importante des emplois créés qui l'a été sur cette thématique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont être à nouveau licenciés. Alors, je veux bien que ça leur rende du pouvoir d'achat à la baisse du pétrole, mais quand vous êtes licencié, votre pouvoir d'achat, de toute façon, il est faible. Et attention, de toute façon, tout mouvement brutal de ce type ne rend pas de pouvoir d'achat, il déstabilise. Et c'est là où c'est intéressant, et on peut en venir sur les pays producteurs. Je suis très curieux de voir effectivement l'impact que tout ça va avoir sur la valorisation des marchés. Parce que là encore, sur quoi reposer la hausse des marchés, qu'ils soient les marchés de l'art, le marché de l'immobilier de luxe ou une partie des marchés actions? Sur quoi? Les pétrodollars? Notamment sur les pétrodollars. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui les montants qui ont été accumulés depuis 2009 par les pays producteurs? Considérable. Voilà, considérable, plus de 1000 milliards de dollars. Ça s'est déversé où? Dans 1000 milliards d'excédents courants en 5 ans. Voilà, beaucoup plus d'ailleurs que 1000 milliards d'excédents courants. Pays producteurs. Par les pays producteurs de pétrole, les pays de l'OPEP traditionnels, et Russie.
y compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, ce qui a fait la hausse du marché, lorsque vous avez un prix du pétrole, les excédents de courant, c'est quoi? C'est 100 $, je produis moins cher, donc j'exporte plus que je n'importe, très concrètement, et vous avez au bout du compte des pétrodollars à investir sur le reste. Donc vous l'investissez dans vos modèles sociaux. Beaucoup de pays producteurs vont avoir, globalement, vont passer en déficit public tout simplement parce qu'ils dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent en fonction du prix du pétrole, premièrement. Et deuxièmement, surtout, je m'interroge beaucoup sur la valorisation des marchés du type marché de l'art, qui sont sur une bulle historique, marché de l'immobilier de luxe, où il n'y a déjà plus beaucoup de transactions à Paris, alors il y en aura encore moins probablement, mais on peut s'interroger aussi sur la soutenabilité des prix de l'immobilier, notamment à Londres, où on a eu un afflux de pétrodollars, de Russes, de Qataris, etc., de gens qui sont venus justement subventionner, soutenir ces prix de l'immobilier sur un segment de marché très spécifique, celui du luxe, mais aussi la valorisation des marchés actions. Parce que je rappelle, encore une fois, on ne peut pas nous dire que d'une certaine manière, ce qui a fait la hausse, donc, parce que ces pétrodollars, les marchés montent, lorsqu'ils ne sont plus là, qu'est-ce qui se passe? Parce que les marchés américains, rappelons-le, sont aujourd'hui en situation de bulle. 2 chiffres pour vous le démontrer. Les ratios prix sur chiffre d'affaires, le nombre d'années qu'aujourd'hui les investisseurs sont prêts à acheter en nombre d'années de chiffre d'affaires les marchés actions comme le S&P 500, sont à peu près au même niveau qu'en 2000 et 2007. Les PER, le ratio prix sur cours boursier sur bénéfices réalisés par les entreprises, réatteignent les niveaux historiques, hors éléments cycliques, du début du 20e, de 1929, de 2007. Le seul moment, voilà, les sont chieurs, seuls les années 2000 ont vu des niveaux de valorisation aussi élevés. Donc lorsqu'on a un double phénomène de disparition du QE, à savoir que Madame Yellen n'achète plus, ou en fait, achète moins, on va dire, d'obligations d'État et du coup déporte moins d'épargne privée vers les marchés actions. Et en plus, vous avez le double effet qui se coule de la baisse du prix du pétrole et de l'absence des pétrodollars. Qu'est-ce qui se passe sur les niveaux de valorisation? Donc, là encore, rappelons-nous que l'essentiel des ruptures qu'on a connues par le passé sont de quelle origine? Choc pétrolier contre choc pétrolier dans les années 70-80. Place Tiananmen, qu'est-ce que c'est? Donc, il tire dans le tas, il écrase avec un char l'étudiant donc en Chine. C'est globalement de l'inflation des prix alimentaires. Printemps arabe, qu'est-ce que c'est? De l'inflation du prix des matières premières. Les mouvements donc ça passe toujours par les matières premières. Les matières premières sont véritablement une courbe de transmission et des mouvements brutaux de la volatilité devraient, entre guillemets, générer une prise de conscience des risques qui existent aujourd'hui en termes de soutenabilité de la valorisation des marchés, marché de l'immobilier, marché de l'art, marché actions également. Ce que vous nous dites, Pierre, c'est que ça risque de finir mal sur les marchés d'actions. Vous le savez, on a publié Changement de paradigme à partir de l'été dernier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on perd l'un des principaux soutiens de la valorisation, à savoir les quantitative easing, globalement, on ne peut pas être directionnel haussier. On est plutôt sur des marchés qui se stabilisent. Ce que nous n'avions pas anticipé, c'est cette chute brutale. Cette chute brutale pourrait effectivement nous faire sortir du tunnel dans lequel on est rentré, à savoir une oscillation au cours du niveau actuel, et pourrait nous faire sortir par le bas. Bien sûr, ça générait des réactions après, mais dans un premier temps, le risque, il est bien là, il est une sortie par le bas des marchés, qui brutalement prennent conscience qu'on a perdu 2 de nos principaux soutiens en termes de valorisation. Vous aurez une réaction très probablement, en effet. Enfin, au bout de ça, vous avez un QE4 aux États-Unis. Pourquoi? Et une intervention de la BCE en Europe. Mais évidemment. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui, alors d'abord, le risque de plongeon du marché action, parce qu'ils surveillent ça comme le lait sur le feu, on l'a bien vu en octobre, ils sont tous sortis du bois, alors que le Standard & Poor's était encore en hausse de 5% sur l'année. Oui, c'est ça, il fait moins 7, moins 8, voilà. Non plus. Et donc, ils le surveillent. Et puis, vous avez en effet une partie du recyclage des pétrodollars et des excédents dus à une croissance supérieure, par exemple chinoise et autres, étaient recyclés dans les T-bonds américains. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus les pétrodollars, il y a beaucoup moins d'excédents côté chinois. Ils sont Absolument. même en déficit sur les quelques mois passés. Et donc, vous êtes dans une situation où il n'y a plus beaucoup de dollars à recycler. Vous êtes dans une situation où aussi vous avez quelques pays qui ont organisé une bronca vis-à-vis des États-Unis et qui aujourd'hui se passent du dollar avec des swaps de devises, etc. On crée de nouveaux déséquilibres, en somme. On crée de nouveaux déséquilibres et... je ne dirais pas qu'on les crée, ils se matérialisent, ils se révèlent. La réalité, c'est que nous sommes dans une situation de déséquilibre que nous maintenons stable à coup de descendre dans la cave pour imprimer des billets de banque. L'équilibre n'est pas le prix de valorisation actuel. Il est déformé par
globalement, l'énergie qu'on y met, l'énergie dans le monde financier, c'est les dollars ou les euros ou les yens qu'on imprime dans sa cave et qu'on injecte dans le système. Tant que vous avez cette machine à imprimer qui imprime des billets qui marche, vous pouvez maintenir entre guillemets cette position de déséquilibre stable, qui paraît une position d'équilibre, mais qui ne l'est pas. Mais si vous ne l'avez pas, immédiatement, vous revenez à Dès une qu'on a un position d'équilibre élément qui de sera... rupture, ça craque. Ça sera le mot de la fin. Messieurs, merci.